il y avait une question posée au GIEC initialement dès 1990, même un peu avant. Le GIEC a mis le temps qu'il a mis pour apporter la réponse, mais on peut considérer que l'expertise a été rendue et qu'on peut la perfectionner. Un certain nombre de données, on peut la rendre plus effective, enfin plus opérationnelle pour les réponses, mais on ne revient pas sur l'expertise elle-même et sa conclusion sur les causes et les types d'actions à engager. Par contre, je crois qu'il faut souligner combien l'expertise qui sera le centre de l'après-midi des actions d'atténuation et d'adaptation repose sur une connaissance scientifique qui est la même qui est développée à partir de la détermination du phénomène, la modélisation du climat, la compréhension des moyens, des leviers qu'on peut avoir sur lui. Alors, il est clair que lorsqu'on veut entrer dans les actions et calibrer, donner une priorité, justifier le choix des actions auxquelles on donne la priorité par rapport à d'autres, il faut disposer d'informations beaucoup plus fines que celles, beaucoup plus diversifiées, adaptées chaque fois à l'action qu'on veut mener. Et par conséquent, ce n'est pas du tout remettre en cause l'expertise rendue. L'expertise, elle est bonne et mauvaise, elle est rendue, elle est actée, et elle a été actée par l'accord de Paris. C'est de déterminer, spécialement dans une organisation bottom-up, remontant du terrain, déterminer des arguments, des raisonnements, des méthodologies de choix, de processus. Donc, je passe sur la poursuite de... J'insiste encore une fois sur le fait qu'on ne peut pas mesurer ou apprécier, justifier les actions dans le détail, les calibrer, les rendre opérationnelles si on n'a pas un certain nombre de données, ou du moins si on veut opérer de façon le plus proche possible de l'optimum, mettre de l'ordre dans les actions et obtenir une convergence entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient comme résultat sans des progrès importants qui portent sur la sensibilité, ce qui a été évoqué ce matin, je ne le retirerai pas dans le détail, la sensibilité climatique, la variabilité, les modélisations à petite échelle qui sont essentielles, on le verra, la prévision à divers horizons de temps, le rôle de... Alors, un point sur lequel les connaissances il est important que les connaissances progressent et soient récapitulées, c'est tout ce qui concerne le cycle de l'eau. Ça a été dit ce matin plusieurs fois. Il est évident qu'il est bien connu que depuis le début que l'effet de serre est largement démultiplié, doublé par l'effet de la vapeur d'eau, mais de l'eau en vapeur dans l'atmosphère, mais il y a tout le rôle de l'océan comme oscillateur du changement. Il y a les effets sur la végétation et la biosphère. Donc, on peut dire que l'eau est l'invité caché, mais tout puissant de toutes ces actions climatiques, et il faut l'intégrer et intégrer sa connaissance. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut espérer des progrès importants. Je n'ai pas parlé de la cryosphère, etc. Il y a un rapport spécial qui est important également d'améliorer les diagnostics d'aggravation des événements extrêmes. Bon, parce que l'adaptation à deux objets, l'adaptation courante, qui est normalement un phénomène de la vie et relativement spontané, l'adaptation aux événements extrêmes, ça n'existe pas, il faut les éviter. Il faut donc justifier de façon
plus précise qu'on l'a fait depuis 20 ans, le niveau auquel, quels événements extrêmes ou à quel calibre on peut avoir à les affronter. C'est d'ailleurs une chose tout à fait générale. Les Japonais ont fait une erreur fondamentale en mettant des digues à Fukushima qui étaient à 6 mètres de hauteur, alors qu'il était connu historiquement que des tsunamis à 12-13 mètres s'étaient déjà produits au Moyen-Âge. Par conséquent, c'est une erreur fondamentale de mauvais calibrage. C'est ce qu'il ne faut pas faire concernant le changement climatique et ce qui peut entraîner comme basculement dans le système. Donc il y a des questions importantes à se poser. Est-ce que les régimes de temps météorologiques vont rester les mêmes? Comment vont-ils dériver? Quels sont les phénomènes de submersion, mais y compris en incluant les mouvements de la croûte terrestre? Quels sont les crues denses suite à précipitation dense qu'on peut dire, etc. Il y a énormément de travail à faire, qui est en partie pris par les services d'information climatique. La bifurcation, question encore, donc je reviens en dernier, la bifurcation du système climatique est la question quand même fondamentale qui justifie en grande partie l'effort, le fait de se fixer d'un objectif de réduction ou d'atténuation du changement. Alors, j'en viens maintenant aux actions à mener dans l'avenir destinées à soit atténuer le changement, soit s'y adapter. Je crois que le point qu'il faut souligner, qu'il faut rappeler, qui a été aussi brièvement évoqué ce matin, c'est qu'il y a eu un basculement. Au départ, c'était dans le siècle précédent, les années avant 2000, l'adaptation a été plutôt considérée comme une façon de nier la nécessité d'atténuer ou un risque de non prise en compte des possibilités d'atténuation, lesquelles étaient contestées d'ailleurs, sur quel levier agir, etc. Il fallait que l'expertise du GIEC soit menée de rapport en rapport jusqu'au 5e rapport pour que l'on puisse considérer l'expertise comme bouclée. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, qu'on est allé d'un rapport à l'autre, le caractère complémentaire de l'adaptation par rapport à l'atténuation s'est affirmé, renforcé, et son importance politique s'est accrue dans la mesure où elle concerne prioritairement des États, des populations vulnérables, affectées. Donc ce basculement, ou sinon un basculement, du moins une réadaptation, une réforme de l'articulation de l'un sur l'autre, a été le fruit de ces années, mais elle a été également parallèle au fait que la prévention des catastrophes, des risques naturels et des risques du coup, a aussi évolué d'une prise en compte des aléas, du travail sur les aléas, du contrôle des aléas, qui se trouve rééquilibré par la prise en compte des vulnérabilités, des facteurs de vulnérabilité, des moyens d'y répondre par la formation et par l'information. Donc les deux domaines simultanément de ce mouvement vers la prise en compte des sciences humaines est intervenu parallèlement. Parallèlement aussi, à partir du moment où ont été définis les objectifs du développement durable, sont apparus d'autres domaines d'action également concernés de façon au fond assez comparable avec le climat,
c'est-à-dire les politiques, quelles politiques mener en matière de santé au regard des préoccupations et des problèmes posés, en démographie, l'alimentation, énergie, développement, conservation des ressources terrestres, notamment la biodiversité. Donc, le dernier exposé présentait les divers objectifs du développement, rappelait les objectifs du développement durable, dans lequel le climat figure dans une des composantes est évoquée au moins 2 fois et reprise en compte au moins 2 fois. Toutes ces politiques sont des politiques qui agissent sur des systèmes complexes. Le système du climat est complexe, mais le système d'une ville est complexe, le système de la santé est complexe. On est à l'époque d'intervention auprès de systèmes complexes, et le problème maintenant de l'expertise est de permettre de donner des mesures et des priorités, d'organiser l'action concernant cette complexe. Alors, la division entre les deux branches, atténuation et adaptation, est réelle, je maintiens. Elle s'est maintenue, qui était dès l'origine, peut-être avant la création du GIEC. Néanmoins, l'articulation, de plus en plus, il apparaît que cette articulation est aussi fait place, ce dilemme entre a fait place à une articulation de l'un sur l'autre. Si on commence par l'atténuation, il est certain que le principe est dicté par l'accord de Paris et par en exploitation des rapports du GIEC, et tout ça est très clair, comme mode d'action, on choisit le levier, on prend le levier qui se présente, qui est celui des émissions de gaz à effet de serre, et on fixe le niveau que optimum ou maximum qu'on peut obtenir en considérant les risques et les effets. D'où il a fallu définir, si l'expertise a été faite, les 2 degrés, si possible, et 1,5 degré, si possible, bon, autant que possible, et les moyens comportent divers niveaux de moyens. Dans la revue des moyens qu'on peut avoir pour l'atténuation, il y a les progrès d'efficacité, notamment dans l'usage de l'énergie ou dans la production de l'énergie. Mais il y a aussi, en second lieu, l'appel à des ressources énergétiques non carbonées en considération des gaz à effet de serre, la place prépondérante parmi les gaz à effet de serre, le dioxyde du carbone et du méthane. Il y a une troisième voie qui est de développer les puits dans les cycles des substances, et notamment du carbone, de développer résolument les puits, par exemple par des opérations de carbone, de CCS, le carbone capture and storage. Mais si on fait la somme de ce qu'on peut obtenir par les progrès d'efficacité, par le développement des puits et par les ressources énergétiques et le développement d'énergie non carbonée, on arrive très vite à la conclusion que c'est tout le système énergétique, tout le système alimentaire, le système de santé dont il faut voir l'implication dans une politique climatique. Alors, l'appel a été entendu, on est devant une extraordinaire prolifération de propositions pour permettre à ces systèmes technologiques de s'adapter, de se transformer.
Donc le problème, à mon avis, devient essentiellement un problème de mesure, d'évaluation. Et là, alors on est, contrairement au monde scientifique, on est dans une compétition d'opérateurs extraordinaire. Il y a un foisonnement, et dans cette situation d'une offre, je dirais, si on s'exprime franchement, on est devant une panoplie de bas et de surenchères, de lobbying, et avec une difficulté extrême à maîtriser même la connaissance. On a pu évoquer la nécessité ce matin de diffuser les connaissances scientifiques sur le système climatique. Bon, on est dans un monde de gens coopératifs par comparaison, mais en revanche, la propriété industrielle et la compétition internationale est sauvage et ne permet absolument pas de biais, forcément, d'autant que on peut faire des effets d'annonce multipliés sans avoir rien à prouver, dans la mesure où on n'est pas obligé de donner les preuves et le développement de technologies nouvelles suppose des développements à partir de niches, des expérimentations en toute une phase, avec un certain secret et un contrôle de la propriété. Par conséquent, c'est dans un contexte profondément, c'est le point sur lequel je voulais insister dans cette introduction, c'est qu'on est dans un contexte beaucoup plus anarchique, si je puis dire, ou en tout cas de compétitivité exacerbée, d'autant que naturellement les subventions viennent proroger ou fausser le jeu et ne créent pas les conditions de transparence nécessaires. Donc, il faut plutôt comment sélectionner les actions. Je crois qu'on peut espérer le groupe 3, dont le COC a ce matin très clairement montré la qualité des travaux, l'approche par modélisation, par des systèmes propres à répondre à l'objectif de neutralité carbonée en 2050 pour la France et en 2100 pour l'ensemble du monde. On n'est pas... On est incapable à l'avance, on ne peut pas exiger espérer avoir une évaluation, il faut essayer de fixer quelques règles, choisir les lieux d'intervention, harmoniser, et c'est un processus qui est le processus qui, à mon avis, est inévitablement instauré dans la nouvelle étape créée par l'accord de Paris. Les mêmes problèmes se posent pour le système de santé, pour le système démographique, pour le système de l'énergie en général, ou pour la préservation des ressources terrestres. Ceux qui opèrent des prélèvements ne passent pas leur temps à donner leur projet et à justifier, à fournir les éléments, ils prennent des risques. Ils risquent d'investir et de se lancer. Alors, par exemple, le débat public qui a été lancé ce semestre et qui se terminera à la fin de l'année sur la programmation pluriannuelle de l'énergie est un exemple parfait de démonstration de tout ce qui pourrait être fait, de vision, etc. Est-ce que ce processus permettra petit à petit de roder, d'articuler, de faire converger
ces propositions, eh bien, seule l'expérience le montrera. Un des points importants dans cet afflux de propositions technologiques est que l'Europe a perdu une bonne part, a perdu son leadership. On a bien une place importante aux énergies nouvelles et renouvelables, mais les instruments et les équipements sont fabriqués en Chine, et on peut dire la même chose que sur d'autres plans, l'Europe ne représente plus un enjeu mondial essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas s'impliquer, même jouer le rôle puisqu'elle est un peu neutre, enfin relativement plus neutre, qu'elle n'a pas le problème de la population, elle ne peut pas contribuer dans cette course technologique. L'adaptation, elle, se voit à l'échelle territoriale. Territoriale, c'est-à-dire géographique mondiale, mais aussi par continent, par fédération, par État et surtout au niveau local. La complexité de l'adaptation s'apprécie à un niveau relativement à petite échelle, au niveau territorial, de région, de pays et de villes. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut efficacement aborder et susciter des solidarités qui permettent des projets d'avenir qui incorporent les divers volets de l'adaptation. Donc, nous revenons à la nécessité de disposer de connaissances assez fines pour arriver, et sinon, en même temps, il faut provoquer une coopération des acteurs. Donc voilà les conditions de compétition et de coopération qui sont imposées par l'action. Dans ce cadre-là, il est impossible, avec l'état un peu de surenchère et d'effervescence actuelle, il était impossible de se proposer de survoler aujourd'hui dans une après-midi une table ronde de l'adaptation comme l'atténuation. Il a paru plus raisonnable et même peu accessible de prendre quelques exemples caractéristiques de ce que j'ai voulu dire. Donc je termine là-dessus. Donc c'est des tables rondes qui n'en sont pas vraiment, qui sont des présentations d'exemples, d'une part sur l'atténuation, et on expliquera pourquoi on a choisi les trois exemples, les trois exemples sur l'adaptation. Auparavant, on a parlé ce matin beaucoup je ne dirais pas le rouleau compresseur, mais toute la mécanique de la négociation climatique multilatérale instaurée sous l'égide des Nations Unies. Il est important, il n'est pas sans intérêt de prendre en considération un autre sort qui est celui des contentieux et des rapports peut-être à tête, enfin de mise en question de preuves. La création de jurisprudence. La création d'une jurisprudence qui est un moyen probablement plus nécessaire, plus complémentaire que jamais, à une époque où je pense qu'il faut s'attendre à des effets, des attaques sur le multilatéralisme qui obligent à serrer les rangs et à obtenir des stratégies alternatives complémentaires, celles que certains font par rapport à l'adaptation et celles de la justice internationale.